Bonjour tout le monde. C'est tellement un plaisir. C'est ce que je disais à Sonia hier, d'être avec du vrai monde. Moi, c'est ma première conférence, on dirait, en présence depuis longtemps. Toutes les dernières que j'ai faites, c'était tout le temps conférence midi, mais à distance. J'enseigne, c'est à distance. Et c'est comme le fun de voir des gens, des vrais gens, post-pandémie. Là, je sais qu'on est longtemps après la pandémie, mais en tout cas, moi, je suis particulièrement contente d'être là. Donc, Amélie Dorval, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comme un peu un hybride, là, une partie des résultats de ma thèse, mais aussi, je vais présenter un petit peu de résultats CALI tirés d'une étude qu'on a réalisée, qui était dirigée par Sonia Elie, Marianne Poirier, Chantal Lavergne. Puis on avait un volet CALI, là, fait que je fais comme un petit mix des deux. Sur, en fait, les relations entre les différents acteurs dans le contexte du placement, puis là, c'est un contexte quand même de placement spécifique là, en famille d'accueil de proximité. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi s'intéresser aux relations? Ah oui, OK. OK, c'est bon, je suis trop vite. Fait que pourquoi s'intéresser aux relations en contexte de placement? En fait, pour plusieurs raisons, là, puis je serai brève, mais entre autres, dans le contexte spécifique des placements en famille d'accueil de proximité, les relations et les enjeux relationnels, c'est vraiment au cœur de ce type de placement-là. C'est aussi une spécificité, j'ai envie de dire, de ce type de placement, du fait notamment que la personne qui est désignée FAP connaît l'enfant, par définition, devrait avoir un lien significatif avec l'enfant, mais aussi avec le parent, généralement. Donc, ça crée quand même certains enjeux relationnels. Et c'est des enjeux là, qui sont soulevés par certains auteurs, dont je ne vous demanderai pas de lire. C'est vraiment, vraiment petit, même si on a des grands écrans. Donc, la gestion des contacts entre le parent et son enfant, c'est parfois une responsabilité qui est donnée à la famille d'accueil de proximité. Et ça, c'est un enjeu un peu spécifique. C'est rare qu'on va demander à une famille d'accueil régulière de superviser ces contacts-là, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'assez courant. Mais ça peut amener, vous en doutez, une foule de défis potentiels pour les différents acteurs. Toute la relation, justement, entre le parent et la famille d'accueil de proximité, elle aussi peut être amenée à changer dans le placement à cause du placement. Puis ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être vers une amélioration de la relation, mais ça peut aussi parfois aller vers une dégradation, si on veut, de la relation. Il y a aussi des auteurs qui se sont intéressés vraiment dans la perspective des familles d'accueil de proximité à la notion de stress qui est vécu par ces personnes. Et ce qu'ils mettent en lumière, en fait, c'est que le stress qui est vécu est différent que ce qui est vécu par les familles d'accueil dites régulières, notamment à cause de ces enjeux relationnels-là. Donc, pour moi, il y a vraiment une nécessité là, de s'intéresser aux relations et du point de vue des différents acteurs pour essayer d'avoir un soutien, un accompagnement qui est le plus adapté possible à ces enjeux relationnels-là. Donc, c'est ça, ça change juste sur une. Je vais m'adapter. Très, très, très rapidement, là, parce que ce n'est pas le focus de la présentation, mais le placement en FAP, vous le savez probablement, c'est une pratique qui est en hausse ici au Québec, mais c'est en hausse aussi ailleurs dans le monde. C'est en hausse notamment depuis les modifications de la loi en 2007. Sonia a des données là-dessus, là, mais qui montrent en fait que le recours au FAP est de plus en plus l'option, je dirais, qui est privilégiée. Là. Et bon, ici, j'ai une autre statistique. Au Québec, c'est plus ou moins 60% des enfants qui sont pris en charge qui vont avoir une mesure de placement. Et c'est près du tiers là, qui serait placé auprès d'une femme. Donc, petite mise en contexte là, des deux études, parce que je vais vous présenter des résultats, comme je vous dis, tirés de deux études. Un premier qui est le projet Stabilité, appelons-le comme ça. C'est le projet là, de recherche de Sonia, Marie-André, Chantal Lavergne, qui s'est intéressé à documenter finalement la stabilité des placements en famille d'accueil de proximité. Et le deuxième projet, qui est ma thèse de doctorat, qui, elle, portait spécifiquement sur l'expérience de la parentalité des parents d'origine qui ont perdu au moins la garde d'un enfant qui a été placé jusqu'à majorité auprès d'un membre de la famille élargie. Donc, thèse que j'ai réalisée, soutenue là, ici à l'Université de Montréal il y a maintenant 1 an. La vie va vite. Oui, merci. C'est fou de réaliser qu'il y a 1 an, je vivais ça, là, mais c'est ça.
Fait que je vous ai mis ici les différents objectifs des 2 projets. Je ne les détaillerai pas, mais juste attirer votre attention, en fait, que, évidemment, s'il y a une partie des résultats que je vous présente aujourd'hui par rapport au projet sur la stabilité, c'est un focus un petit peu plus précis sur l'expérience qui va être mis dans la présentation. Puis dans les objectifs de la thèse, c'était, entre autres, d'identifier c'est quoi les différents éléments du contexte qui viennent influencer cette expérience-là de la parentalité. Et là, vous doutez, l'élément de contexte, c'est les relations. Je voulais juste redonner du crédit à l'équipe de recherche. Donc ici, l'équipe de recherche sur la stabilité. Ça a été une belle étude qui s'est étalée dans le temps. Fait que de beaux partenariats, Sonia, Chantal, Marie-André, je les nomme. Josiane Lamotte aussi qui a été auxiliaire avec moi là, sur ce projet-là, un projet qui était financé par le CRSH. Des petits aspects métaux rapidement. Donc, dans le projet sur la stabilité, je l'ai nommé tantôt, mais c'était une méthodologie mixte. Et là, moi, je vais vraiment vous présenter le volet qualitatif, une partie du volet qualitatif dans lequel on a réalisé 20 entretiens auprès de familles d'accueil de proximité et 11 auprès d'intervenants-intervenantes. Là, ça va être un petit peu moins abordé dans la présentation d'aujourd'hui. Peut-être juste préciser que dans les 20 familles d'accueil de proximité, il y a une partie de ces familles-là qui avaient vécu une fin de placement. C'est aussi ce qu'on est allé documenter dans l'expérience, mais que je voudrais 15 sur 20 a vécu le placement jusqu'à majorité. Il y avait, j'ai ici les chiffres, là, 8 sur 20 qui étaient des grands-parents. Fait quand même une proportion importante, mais ce n'était pas exclusivement. Des fois, dans certaines études, on voit presque exclusivement des grands-parents comme FAP. Nous, ce n'est pas le portrait qu'on avait. Dans la thèse, j'ai rencontré 9 parents à 2 reprises, donc 6 mamans, 3 papas, dans un ancrage du récit de vie. Donc, la première rencontre, j'allais vraiment prendre l'histoire, si on veut, de ce parent-là. J'ai fait un petit bout d'analyse et je suis retournée auprès de chacun des parents, restituer leur récit et donc valider, est-ce que ça fait du sens, ce que j'ai décortiqué, j'ai analysé pour vous, ce qui était la partie là, de restitution. Puis comme je disais, c'est tous des parents qui ont vécu le placement d'au moins un de leurs enfants à majorité chez une personne là, dans la famille. Fait que ça va. Donc, c'est des données, je vous amène ailleurs après-midi. Ce matin, on était vraiment plus dans des données quanti, administratives. Là, on va être dans le Cali, je pense, cet après-midi, je ne me trompe pas. Fait que c'est moi qui mets la table. Si j'étais là en classe, j'aime pas ça, moi, faire des présentations comme ça, puis pas sonder mon interlocuteur, je vous aurais demandé, si je vous graphiquement, je vous demandais de modéliser à quoi ça ressemblerait une modélisation des différents acteurs puis des arrangements entre chacun, notamment si je parle de parents, de FAP et d'institutions. Vous pouvez prendre une minute, là, je ne vous demanderai pas de le faire, mais à quoi ça ressemblerait graphiquement ou sur le point de vue d'un modèle? Moi, j'aime ça, je suis quelqu'un de visuel, donc j'aime ça essayer d'organiser les choses pour que ça parle. Je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient ressortir. Vous auriez pu arriver avec... Là, c'est ça le délai. OK. Avec quelque chose de très triangulaire, de dire, ben, il y a les 3 acteurs, il y a des flèches entre chacun d'eux. Puis là, je ne sais pas pourquoi il y a une flèche qui n'apparaît pas, mais en tout cas, en théorie, dans mon modèle, là, il y avait 3 flèches entre chacun des acteurs, des flèches bidirectionnelles. Ça pourrait être une façon de le voir. Un autre, ça pourrait être de dire, ben, moi, je le vois quelque chose comme un petit peu plus processus, ou en tout cas sur une même ligne, avec l'institution qui serait au milieu. Là, c'est petit, je suis désolée. Pour ceux et celles qui sont loin ou qui ont besoin de lunettes, là, mais en tout cas, je le commente, là, fait que vous allez pouvoir vous deviner ce qu'il y a dans les petites bulles. Vous aurez pu dire, ben oui, c'est sur une ligne, mais moi, ce que je vois comme étant au milieu, c'est les familles d'accueil de proximité qui font le parallèle entre les deux. Vous voyez où je veux en venir, il pourrait y avoir plein de façons de se représenter, finalement, ces différentes relations-là organiquement. Mais là, vous pourriez me dire, ouais, mais un peu, Amélie, là, il manque quelqu'un. L'enfant, lui, ce n'est pas un acteur important. Pourquoi il n'est pas là dans ton modèle? En effet, on pourrait aussi se demander, ben, est-ce que l'importance de toutes ces flèches-là sont-elles égales? Est-ce qu'on devrait mettre des cercles plus gros, des flèches plus grandes, des flèches unidirectionnelles? Donc, vous voyez comment ça peut devenir complexe d'essayer de modéliser quelque chose qui est relationnel entre plusieurs personnes. Ayez ça en tête là, pour la suite peut-être des résultats qui seront présentés. Vous comprendrez que ce que je vais vous présenter, c'est quand même une tentative de modélisation à partir notamment là, de mes résultats de thèse. J'attire votre attention sur le fait que c'est imparfait, c'est exploratoire et surtout, c'est à partir d'un point de vue des acteurs.
on aurait sondé un autre point de vue, puis peut-être que ça aurait tout rebrassé notre modèle, on serait arrivé avec autre chose. Puis si on avait eu la chance d'avoir le point de vue de tous les acteurs, bien là encore, on aurait eu probablement quelque chose d'autre. Fait encore une fois, ayez en tête que c'est des résultats super intéressants, exploratoires, mais aussi campés sur un des points de vue. Fait que c'est sûr que ça teinte les résultats. Mais vous comprendrez que c'est vraiment l'angle des relations et des liens entre chacun des acteurs là, qui sera présenté. Donc, à partir de mon très petit échantillon super intéressant et riche de 9 parents, j'ai essayé de dégager une typologie exploratoire où, bien, pour moi, il y avait comme 3 profils qui se dégageaient, puis c'est ce que je vais vous présenter là, en détail. La première, que moi, j'ai appelée solidarité familiale. Il y avait 4 mamans qui se retrouvaient dans ce premier groupe-là. Là, je les ai modélisées là, avec le petit triangle. Donc, c'est des mamans qui vont, somme toute, dans leur récit, parler assez positivement de la famille d'accueil de proximité. Ils vont décrire des relations assez soutenantes, vont vraiment en parler de façon positive. Ce qui est important de noter, c'est que le lien, en fait, entre les 4 mamans et la FAP, bien, c'est tout un lien maternel. Donc, les FAP sont tous les grands-mères maternelles, ou en tout cas, dans un cas, c'est la conjointe du grand-père maternel, là, mais on se comprend que c'est vraiment dans leur famille directe. Puis l'autre aspect qui est quand même central dans cette triangulation-là, c'est que ces mamans-là, elles ont peu parlé de l'institution. Elles ont quand même peu critiqué, je vous dirais, l'institution, surtout quand on va les mettre en comparaison avec les autres groupes. Donc, c'est comme pour moi, ça apparaissait comme une forme de tissu, de filet qui était là, familial, qui s'est actualisé dans le placement, puis qui semble avoir été assez gagnant comme pratique. Là, ici, je vais aller plus rapidement, là, mais sur les axes de la parentalité, c'est venu se moduler aussi dans l'expérience de ces parents-là. Donc, c'est des mamans qui avaient un petit peu moins de restrictions dans les contacts avec leurs enfants. Donc, c'est des mamans qui avaient le droit d'avoir leurs enfants pour coucher, par exemple. Et quand ils avaient des visites supervisées, les visites étaient faites par la famille d'accueil de proximité. Vous allez voir tantôt, c'est différent pour les autres groupes. C'est aussi des mamans qui avaient tendance à davantage reconnaître leurs responsabilités dans les difficultés qui ont été vécues et dans la situation de placement. Deuxième groupe, que là, cette fois, j'ai appelé lutte parentale. J'ai encore 4 parents, cette fois 2 papas, 2 mamans. Et comme vous voyez ici, là, dans le petit triangle, c'est des parents qui vont parler beaucoup moins positivement de la famille d'accueil de proximité et qui vont aussi décrire, je dirais, des tensions, puis qui vont parler longuement de la protection de la jeunesse comme ayant fait obstacle dans leur récit, dans leur vie. Fait intéressant à noter, le lien entre les parents et la famille d'accueil de proximité est tous dans la famille de l'ex-conjoint. Donc, dans la famille de l'autre parent de l'enfant avec qui ils ne sont plus en couple. Ça, c'est quand même intéressant et important de le nommer. C'est 2 choses. Ils ne sont plus en couple avec ce parent-là et le placement a lieu dans cette autre famille-là. Fait qu'il y a quelque chose qui se rejoue dans cette relation-là. On peut penser à des relations conjugales qui étaient difficiles, qui peuvent un peu se rejouer à travers le placement puis le lien avec cette famille d'accueil de proximité-là. Et je l'ai nommé, c'est des parents qui vont longuement parler de la protection de la jeunesse. Dans leur récit, là, ça prenait énormément de place en termes de thèmes quand on les analysait. Oh mon Dieu, vous ne l'aviez pas. Je m'excuse. Vous auriez pu me le dire. Moi, j'ai 2 écrans. Des fois, c'est affiché, des fois, c'est pas affiché. Ben, c'est ça. Il ne faut pas que je ne regarde pas le bon écran. Je m'excuse. Ben, c'est ça. Tellement contente d'être en vrai que là, le numérique me déstabilise. Fait que sur le plan de la parentalité pour ces parents-là, bien, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est des parents qui ont eu des contacts plus restreints, donc des contacts moins fréquents, mais aussi davantage supervisés par les intervenants de la protection de la jeunesse. Et sur l'axe de l'exercice de la parentalité, là, je n'ai pas été dans ce détail, mais c'est des parents qui vont beaucoup plus remettre de l'avant la notion de filiation, donc leur lien biologique à l'enfant. C'est des parents qui vont parler beaucoup du manque de reconnaissance qui est vécu, puis qui vont un peu mettre de l'avant la notion de droit, de leurs droits par rapport à leur enfant, notamment dans les contacts. Ça va? Je parle vite, mais suivez. Dernier groupe où j'ai un seul papa, puis on s'est questionné, c'est intéressant d'avoir un groupe avec une seule personne, je ne sais pas, sur certains points, on aurait pu le mettre dans le premier groupe, sur d'autres points, il aurait appartenu à l'autre groupe, mais il y avait quand même quelque chose de distinctif, ce papa-là.
c'est qu'il était le seul à être encore en couple avec la maman de son enfant qui est placé. Et cette relation-là conjugale venait vraiment influencer le reste de ses configurations relationnelles. C'est-à-dire que ça venait influencer comment il parlait de la famille d'accueil de proximité et sa relation avec la famille. Donc, c'est ça, je l'ai dit là. Et c'est un papa qui, sur certains thèmes, notamment celui avec la protection de la jeunesse, partageait beaucoup par rapport à l'autre. Eh là, ça n'a pas de bon sens. OK, je m'excuse. Fait que c'est ça, c'est un papa qui a parlé longuement des difficultés vécues avec la protection de la jeunesse. Fait que c'est pour ça que je vous dis, sur certains points, il aurait pu aller dans le premier groupe, sur d'autres, il était plus dans le deuxième, mais il y avait vraiment cet élément-là distinctif de la relation conjugale, toujours présent. Dans les résultats par rapport au projet sur la stabilité, dans ce qui était question de la relation parent-FAP, cette fois, on est vraiment dans la perspective de ce que les FAP ont rapporté. Ils ont en effet confirmé que la gestion des visites supervisées est parfois vécue difficilement quand ils ont à gérer ces visites-là, qu'elles ont dû parfois mettre des limites à leurs propres enfants et comment ça a été difficile à certains moments. Ils ont nommé, certains ont nommé se sentir pris entre le parent et l'enfant. Et j'ai ici une petite citation là, que je vais vous lire. Excusez, je suis vraiment assis à quel point c'est petit, je suis désolée. Je dois dire, ce n'était pas facile du tout parce que, vous savez, quand vous avez d'un côté, vous avez la maman, parce que c'est une amie, une petite sœur que vous aimez beaucoup, qui est en détresse, et que vous avez des enfants qui sont inoffensifs, qui pleurent. Vous devez être au milieu, donc pas condamner les enfants parce que ce sont des enfants, ils sont inoffensifs, mais en même temps, pas condamner la maman non plus, parce que sinon, tu l'enfonces plus parce qu'elle est vraiment par terre. Hein, donc, cette idée d'être tiraillé et d'être pris entre les deux, là, c'est quelque chose qui est ressorti de certaines femmes. D'autres, dans un aspect un peu plus positif, hein, on nommait que cette relation-là avec les parents qui est antérieure au placement, elle facilite le placement. Puis c'est un avantage finalement parce qu'on est capable de bien communiquer, on connaît bien l'enfant, puis on s'échange et c'est facilitant. Certains ont nommé une certaine rivalité, certains conflits aussi dans l'éducation auprès des enfants. D'autres ont parlé de leur changement dans la relation, donc qui étaient des amis avant, puis que là, quand ils ont appris ce que l'enfant a subi, puis que les difficultés du parent, la FAP disait, ouais, là, c'est plus le temps des amis. Fait que comment cette relation-là est venue se changer et se moduler suite au placement. Donc, ça, c'est évidemment, là, comme je disais, les différents éléments. Quant à la relation entre les familles d'accueil de proximité et l'institution, ce qu'ils en ont dit, c'est qu'ils ont, entre autres, un manque de connaissances de ce que c'est que la loi de la protection de la jeunesse. Il faut comprendre, hein, la protection de la jeunesse est rentrée dans leur vie généralement pas parce qu'ils avaient un projet d'être famille d'accueil, mais bien parce qu'il y avait un enfant qui avait besoin d'eux. Donc, des fois, la protection de la jeunesse rentre par la porte d'en arrière, comme on dit. Donc, c'est fait un processus d'adaptation. Au début, je ne comprenais pas toutes les décisions. J'avais comme des petites frustrations. Pourquoi je n'ai pas le droit de savoir telle chose? Mais tu sais, je ne connaissais pas nécessairement les lois de la DPJ ou tout ce que ça implique parce que moi, je suis devenue du jour au lendemain un parent d'accueil. Certains ont parlé du processus d'évaluation qui est rapporté comme intrusif. Hein? On va dans le détail quand même, on pose beaucoup de questions, puis on se questionne sur à quel point c'est nécessaire de savoir ça sur ma vie sexuelle, par exemple. L'ambivalence à demander de l'aide, parce qu'on ne connaît pas trop la protection de la jeunesse. Fait que si je demande de l'aide, est-ce qu'on va juger que je ne suis pas capable de prendre soin de l'enfant? Est-ce qu'on va m'enlever mon petit-fils ou ma petite-fille, par exemple? L'impression d'avoir peu de ressources ou peu d'aide de la part de la PJ et que le rôle de la protection de la jeunesse est surtout un de contrôle et de surveillance. Ça, je pense que c'est quelque chose qui s'actualise avec les modifications qui ont eu cours là, dans les dernières années où la syndicalisation des familles d'accueil est venue jouer sur ce sentiment-là où justement, les intervenants ressources sont là beaucoup pour évaluer, mais sont peut-être moins des intervenants pivots quand on a besoin d'aide. D'autres ont parlé évidemment de l'impact du roulement du personnel. Qu'en est-il de l'enfant? Je vais faire vite, Sophie. Parce que les familles d'accueil de proximité ont quand même parlé des enfants et de leur relation avec l'enfant. Donc, c'est des gens qui nous disaient avoir un attachement envers ces enfants-là, puis qu'ils avaient aussi un sens du devoir et de la responsabilité. Ils voulaient prendre soin de ces enfants-là.
Ils ont aussi vécu, pour certains, une espèce de redéfinition de leur rôle et de leur responsabilité envers l'enfant. Je pense entre autres à une grand-maman, je pense que c'est ça, là, qui nous dit, ben moi, ce que j'aime avec mes petits-enfants, c'est mon rôle de grand-mère. Ce que j'ai expliqué à ma petite fille, j'aime ça être ta grand-maman, pas ton éducatrice. Tu sais, j'aime ça quand elle vient ici, je la gâte, on fait plein d'activités, mais si je suis en éducation tout le temps, je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant avec elle. Quand elle vient, je lui fais des bricolages, je lui fais faire plein d'affaires. Donc, cette idée de devoir renégocier son rôle par rapport à l'enfant qui est pris en charge, pour certains, certaines, ça pouvait être difficile. Puis, pour cette famille-là, ça a mis fin au placement. Les difficultés des enfants viennent parfois influencer le placement et leur lien avec celui-ci. Fait que ça fait écho quand même avec ta présentation de ce matin, je trouve, Vanessa. L'idée que les difficultés de l'enfant, ils ne disparaissent pas suite à un placement, puis ils peuvent être modulés en fonction des différents changements aussi qui sont vécus. Je vais être bref, dans la thèse, les enfants ont très peu été abordés par les parents, fait que je vais passer peut-être un petit peu plus là-dessus. Quelques petits rappels, évidemment, il y avait quelques limites à ce que je vous présente, mais l'idée, c'était de venir illustrer la complexité des relations, puis comment finalement les différents acteurs, puis c'est dur d'essayer de les modéliser puis de les placer les uns aux autres, vous comprendrez. Ouais. Voilà, mais je pense que ça souligne toute l'importance de réfléchir à ces enjeux relationnels-là, notamment sur le plan clinique, pour mieux accompagner avant, pendant, après, placement, réunification. Puis là, je pourrais m'emballer sur plein d'autres choses, mais je vais finir ici.